processus électoral entamé au Ghana avec un important taux de participation au scrutin présidentiel en même temps que des législatives semble connaître son épilogue. Nana Akufo-Addo a été investi pour son second et dernier mandat devant le Parlement qui a vu quelques heures plus tôt les députés en venir aux mains et obliger l'armée ghanéenne à intervenir. L'opposition a réussi à obtenir au terme d'une élection houleuse avec des scènes de chaos au sein même du Parlement le poste de président de cette institution. John Dramani Mahama, qui conteste toujours la réélection de Nana Akufo-Addo, a boycotté l'investiture de ce dernier, laissant penser que la bataille juridique n'a pas encore révélé ces derniers verdicts. Ghana, Nana Akufo-Addo investi pour un second mandat. Quelle marge face à la victoire de l'opposition au Parlement? C'est le thème central de ce plateau. À chacun et à tous, bonjour et bienvenue. À nos côtés, aujourd'hui, Julien Oussou, bonjour. Bonjour. Vous êtes coordonnateur régional WANEP. WANEP, c'est bien évidemment le réseau ouest africain pour l'édification de la paix. Un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Plaisir partagé. Face à vous aujourd'hui, Lamine Sissé, bonjour. Bonjour, Johannes. Vous êtes écrivain, expert en communication politique. Lamine Sissé, ma première question est pour vous. Nana Akufo-Addo, qui rentre donc de plein pied dans son second mandat. Que, selon vous, est-ce que c'est un processus qu'il faut saluer? Oui, je crois que quand on parle du Ghana, on parle d'un processus électoral spécifique, puisque le Ghana de Kwame Nkrumah, le Ghana de Jerry John Rawlings, je crois qu'ils nous ont légué, n'est-ce pas, des élections transparentes. Ils nous ont légué des élections qui ne souffrent pas de contestation. Puisque le système électoral au Ghana, Rawlings disait qu'il veut que quand il quitte le pouvoir, même le diable, quand le diable va être au pouvoir, il ne peut rien faire. Il ne peut pas détruire la démocratie ghanéenne. Et cela s'avère juste parce que le processus électoral est contrôlé par le peuple. Les instruments électoraux sont contrôlés par le peuple. Regardez d'ailleurs le taux d'inscription. 17 millions sur 31 millions d'habitants. C'est extraordinaire. Donc, je pense qu'ils sont à un tournant décisif qui va impulser le processus de démocratisation au Ghana. D'autant plus que je n'ai jamais vu, depuis qu'ils sont rentrés en démocratie, je n'ai jamais vu une contestation à ce niveau-là. Mais il faut comprendre les deux leaders qui sont en jeu. Parce que John Dramani Mahama. John Mahaman, parce que quelquefois je confonds le nom musulman. Lui, il a été président, il n'a fait qu'un seul mandat. Il a été renversé par Nana Akufo. Ce qui veut dire que c'est les Ghanéens qui décident qui va être président. Et vous voyez, aujourd'hui, le résultat, 51-47. C'est-à-dire que c'est une véritable démocratie au Ghana. Bon, maintenant, ce qui est tout à fait inédit aujourd'hui, c'est que le Parlement va être dirigé par l'opposition. Donc je dis c'est un processus en cours, en marche. Et ces deux challengers, ils ne vont pas se faire cadeau. Parce que j'ai voulu faire un deuxième mandat, tu m'as empêché. Et ils se sont affrontés, c'est le troisième affrontement. Alors je comprends qu'il y ait, n'est-ce pas, un peu de friction, mais pour moi, c'est dans la dynamique totale d'un processus de démocratisation. Voilà. Julien Oussou, vous qui résidez au Ghana très souvent, quelle est votre lecture ou quel est votre rapport déjà sur le processus électoral, puisque vous étiez là-bas, vous avez suivi ces élections-là? Merci beaucoup. Non, je pense qu'il faut sincèrement s'en féliciter pour la communauté ouest-africaine, pour le peuple du Ghana, parce que, qu'on le veuille ou non, le 7 décembre s'est tenue une élection. Et qu'on le veuille ou non, il y a eu délibération, il y a eu proclamation des résultats. On savait, parce que pour avoir suivi le processus, on savait que ça allait être difficile comme processus. On s'attendait à ce qu'il y ait, un certain nombre de défis à relever. Et c'est d'ailleurs cela qui a justifié
assez d'initiatives préélectorales où on a amené les deux candidats à signer un accord pour la paix, où on a fait voter au Parlement une loi pour traquer leur système de vigilantisme. Vous voyez, c'est ces milices de partis politiques qui étaient capables de sortir des armes et d'opérer sur le terrain. Le jour du vote. Le jour du vote. Donc, vous voyez, on avait conscience d'un certain nombre de défis qu'il fallait relever, mais au terme, on s'est rendu compte que le processus était tendu, les résultats étaient serrés, mais on est arrivé au bout. Et la leçon aussi, c'est de voir, vous voyez, malgré les tentatives de bras de fer dans les rues qu'il y a eu, quand même, celui qui est en position de perdant aujourd'hui emprunte la voie, disons, légale de recours devant les juridictions et attend que les résultats viennent. Donc, on doit pouvoir s'en féliciter. C'est vraiment les épreuves par lesquelles les démocraties passent pour se consolider et continuellement se consolider. Alors, l'opposition continue donc de contester cette réélection du président sortant. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas attendu que les contentieux électoraux soient arrivés? Oui, c'est une question fondamentale. D'autant plus que, vous savez, les pays, le Ghana, les pays colonisés par l'Angleterre, c'est des pays qui sont totalement libres. Ils ne copient pas ailleurs, par ailleurs. Si c'était les pays francophones, on attend de vider le contentieux électoral. Bon, on dira que peut-être que c'est plus logique, parce que c'est la Cour constitutionnelle qui est saisie. Mais au Ghana, je ne sais pas, quand on parle, c'est à la justice, c'est ce que je n'ai pas compris. Parce que moi, à mon humble avis, le contentieux électoral se vide par la Cour constitutionnelle qui proclame les résultats. Bon, peut-être que ça entre dans le cadre. Maintenant, à supposer que la justice dise que Dramani Mahama a gagné, ou bien... Que fait-on? Exactement. C'est la question fondamentale qu'il faut poser. C'est comme si c'est déjà plié, quoi. Alors, donc, là, je suis devant une situation qui demande à apprendre. Je suis en train d'apprendre la leçon, parce que ça, je ne savais pas ça de la loi ghanéenne. Peut-être que mon vis-à-vis de Vanep Julie Ossou, pourquoi est-ce qu'on n'a pas voulu patienter que le droit soit dit par rapport, puisque visiblement l'opposition conteste cette victoire du président et demande un second tour. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas attendu et que le président a été investi? Bon, de toutes les façons, c'est ça aussi les éléments particuliers du système électoral ghanéen. Vous voyez, les règles électorales prévoient que après la proclamation des résultats, le candidat qui a des recours à faire à 21 jours pour enclencher son processus de recours. Mais dans le même temps, les tests sont fixés quand est-ce qu'il faut prêter serment. Et donc ça fait que si le recours n'est pas vidé, l'un ne doit pas surseoir à l'autre. Il n'y a pas de suspension. Et donc, on est arrivé à l'étape où le recours n'a pas été vidé. Ça dépend aussi du temps dans lequel le recours a été déposé, le temps nécessaire, disons, pour l'étudier, pour rendre une décision. Mais le temps pour investir est arrivé. Et donc, il faut le faire. Sinon, ça crée aussi un autre vide. Un président a fini son mandat et ça crée un vide. Personne n'est là. Tout au moins aujourd'hui, quelqu'un a pris les rênes, donc le pays continue d'être gouverné et on va attendre que, disons, le recours soit vidé et les implications des résultats ou de la décision les implications vont s'appliquer encore sur le terrain. Et c'est ça aussi qui donne une certaine confiance, disons, à celui qui a introduit le recours. Il sait que s'il arrive à gagner le recours, les implications vont s'appliquer. Et les autres aussi doivent pouvoir se plier à ces implications-là. Ça met les uns et les autres à l'aise, à laisser le processus. C'est vrai que ça fait mal. Et ils ne pouvaient pas vraiment participer ou assister comme si de rien n'était. Il lui est même difficile et compliqué pour avoir été sur le terrain en ce moment-là, disons, de faire entendre raison à ses militants. Le NDC a du mal à faire entendre raison, à faire comprendre la chose à ses militants. Des fois, ils reçoivent même de la pression, disons, des militants. Le système est ainsi. Il permet d'éviter un vide disons, juridique et il permet quand même de vider sans pression aussi le contentieux. Parce que si on devait faire attendre la prestation, vider le recours, vous voyez, ça met aussi une certaine pression. Combien de temps ça va prendre? Le juge du contentieux peut penser que c'est une pression sur lui. Donc, quelque part,
le système, il est comme ça. On l'apprécie et on l'observe comme ça. Lamine Cissé, mais ça me fait un peu sourire. J'ai du mal à voir le juge dire Nana Akufo-Addo, vous n'avez pas gagné, quittez le pouvoir. Bon, d'habitude, les juges ghanéens sont indépendants. Hein. Ils disent le droit. Et si le droit... Vous savez, c'est pourquoi le droit est en fonction du niveau d'évolution des consciences populaires. Et la conscience ghanéenne est très éveillée, est très en avance, parce qu'ils ont eu des présidents qui ont aidé à les amener à comprendre que le politique n'est pas au-dessus de eux. C'est eux qui fabriquent les politiques, c'est eux qui nourrissent les politiques, c'est eux qui gouvernent. C'est le peuple qui gouverne. Donc, de Kwame Nkrumah à Raoling, cela a été formaté dans la conscience populaire ghanéenne. Si bien que l'image des institutions, c'est le peuple. OK? Alors, donc, je crois que si le droit est dit dans ce sens-là, comme mon vis-à-vis vient de m'informer, puisque moi, j'apprends toujours sur le plateau, quoi. Alors, Koufo va se plier. Et ce ne serait pas comme si le monde s'effondre, non. Parce qu'en fait, je pense que Koufo, il est suffisamment aussi panafricain, il est suffisamment honnête. Il faut vous rappeler qu'il a voulu réviser à un moment donné la Constitution. Quand il n'a pas eu le consensus, il dit que ça n'a pas de sens, puisque la Constitution ne lui appartient pas. C'est parce que c'est le niveau de conscience du peuple ghanéen est à ce niveau. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Alors, comparativement aux autres pays qui font ce qu'ils veulent, hein, qui tripatouillent, qui changent, parce que c'est eux qui sont à la commande, c'est eux qui commandent le peuple. Mais le Ghana, c'est le peuple qui commande. Ça, là, toute la différence. Alors moi, je n'ai pas d'inquiétude, d'autant plus que quand je vois le discours de Nana Akufo, c'est un discours réconciliateur, c'est un discours qui va rassembler tout le monde. Et je pense également que même s'il y a ce qui semble inédit quelque part et ce qui crée des problèmes dans d'autres pays francophones, avoir le Parlement, le pouvoir législatif gouverné par l'opposition et le pouvoir exécutif par, n'est-ce pas, la mouvance, je crois que si c'est au Ghana, la manière dont je comprends la vision et l'engagement, le patriotisme des dirigeants, je pense qu'il n'y aura pas, ils vont commencer par s'entendre pour l'intérêt supérieur du Ghana. C'est ça qui est important. C'est ce qui est dans la conscience collective ghanéenne. Ils vont se tirer, mais ils vont dire c'est le Ghana qui est important. Ça, je suis conscient. Alors, les deux principaux partis se partagent la part du lion, hein, on va le dire, au Parlement. 137 députés pour le NPP, 136 pour le NDC, un seul élu indépendant. Ces chiffres-là, qu'est-ce qu'ils traduisent, selon vous? Est-ce qu'il n'y a que deux grands partis au Ghana? Les autres, c'est une portion congrue? Merci beaucoup. Peut-être, allez-y. Brièvement, il y a cette crainte qu'on a aussi, qu'on le veut ou non. Vous voyez, quand on prend l'historique des élections et des occasions où les deux candidats se sont affrontés, le NDC ou le NPP, ces deux grands partis, vous en parlez, ils sont conscients d'une chose, que les élections se gagnent dans les urnes. Et c'est ça qui a amené la tension qu'on a eue cette fois-ci autour des urnes. Parce qu'ils sont conscients que même si les institutions existent, qu'il faut envoyer les recours, souvent, ça peut ne pas changer grand-chose. Et donc, s'il y a une vigile à mettre, s'il y a un travail à faire, c'est autour des urnes. Et c'est ça le vigilantisme qu'ils ont mis pour sécuriser, s'assurer que ça se passe et que c'est là qu'on a les résultats. Dès que tu as gagné là sur le terrain, parce qu'on fait le décompte, si on ne se passe constitution, c'est que tu as gagné. Et aussi, il y a le fait que le juge, en voulant décider de remettre tout en cause, il évalue. Il ne peut pas seulement dire... Voilà, je remets tout en cause. Il essaye de voir quelles sont les implications et comment tout ça va fonctionner. Un juge particulier, donc le juge constitutionnel. On fait attention. Au point où ils sont conscients que c'est dans les urnes qu'il faut gagner ça. Et c'est ça qui a créé, cette tension-là. L'écart s'est fait très léger. Et c'est d'ailleurs ça, à un moment donné, vous voyez, on peut se poser la question, s'ils se sont distribués 137 députés, comment ça s'est passé que l'un gagne la présidentielle alors que l'élection, c'était le même jour? Vous voyez un peu, et c'est ça qui a fait que le NDC réclamait aussi la présidence, a dit que si on calculait bien, on comptait bien, ils auraient pu gagner. Et donc,
Disons que si on se rappelle, Dramane a battu Nana Akufo-Addo. Nana Akufo-Addo est revenu le battre et ils se rencontrent une troisième fois. Donc ils se sont apprêtés vraiment pour reprendre le pouvoir. Et donc pour lui faire le même coup. Ils y ont tellement travaillé et c'est ça qui s'est révélé sur le terrain par, disons, ce jeu de... Jusqu'à la dernière minute, on pensait qu'ils allaient avoir plus de... Mais aux dernières nouvelles, ils ont 136 parce qu'il y a un député de NDC, donc de PPP, je crois. De NDC. De NDC, oui. Un député de NDC, de l'opposition, qui est contesté. Parce qu'il aurait la double nationalité. Il y a une décision de justice tout à fait. Qui faisait qu'ils sont allés au Parlement avec 136 contre 137. Donc ils avaient même une minorité d'effectifs en allant au vote. Pourtant, ils sont sortis. C'est un signe de quelque chose qu'il faut aussi voir, comme s'ils veulent expérimenter, comme on le dit, l'exécutif dans une main, le législatif dans une autre main. Mais ça n'a jamais été facile, cette forme de fait. Et c'est un apprentissage pour le Ghana sur cette matière-là. Et quand on regarde les relations entre les deux acteurs politiques, ça risque d'être difficile. Étendu. Ça risque d'être difficile, étendu. Soit il y aura un basculement d'un camp pour que ça puisse se faire, soit ça va rester tendu tout le temps. Ce combat qui n'a pas pu réussir sur la présidentielle va se répercuter sur les relations au niveau du Parlement. Et c'est peut-être un avant-goût qu'on a eu avec ces risques qu'on a eu au niveau du Parlement, parce que les deux camps sont vraiment tranchés. Et c'est le système. C'est peut-être ça que beaucoup de pays ont envie. Il y a beaucoup de partis. Je pense qu'il y a plus d'une douzaine. Il y avait 12 candidats en tout cas. 12 candidats à l'élection présidentielle. Et donc des partis qui étaient aux élections. Mais le système est dominé par ces deux grands partis, ces deux grands blocs qui se partagent les circonscriptions électorales, qui se partagent. Et les autres essayent, travaillent, mais n'arrivent pas. Donc il y a ce système de deux. Et c'est ça aussi qui amène que la tension est tranchée entre les deux camps. Même dans les circonscriptions électorales, c'est tendu. Ça voudrait dire que le système du grand bloc, c'est bon, mais ça aussi, c'est ces éléments qu'il faut regarder de plus près, parce que ça met trop face à face deux éléments qui sont prêts à s'en découdre. Les violences qu'on a eues, les morts qu'on a eues dans le processus électoral sont du fait de cette lutte entre deux grands blocs. Les autres disparaissent et ça devient un jeu entre deux. Alors, c'est effectivement très dur au Parlement. Depuis le début de la 4e République en 92, cela n'était jamais arrivé que l'opposition arrache donc la présidence du Parlement. Cette forme de gouvernance-là, est-ce que ce ne sera pas clairement difficile, tant il y a de rivalité entre Nana Akufo-Addo et John Dramani Mahama? Oui, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit c'est difficile dans un pays où la politique est politicienne. Parce qu'en fait, se battre pour les résultats des élections, c'est tout à fait normal. Mais s'asseoir maintenant pour gouverner, c'est une autre réalité. Donc s'ils sont suffisamment patriotes, et je sais que c'est pourquoi j'ai dit, ça ne peut pas être de la politique politicienne là-bas. S'ils ont vite les contentieux, ils vont se retrouver. Parce que le Ghanéen que je connais n'est pas un type violent par essence. Tu vois, ils ont été formatés, quand vous circulez au Ghana, la discipline. Il y a une discipline totale, tout est propre, les voitures, mais il n'y a pas de violence dans le comportement parce qu'ils sont soucieux. On a créé en eux la citoyenneté. Alors, c'est pourquoi moi, je ne m'inquiète pas. Cette période-là est une période de combat. Chacun veut avoir une position. Ça, c'est normal. Le NDC, National Democratic Congress, c'est le parti de Rawlings. National People Party, c'est ce qui est le challenger. Mais les autres partis sont là. Donc, l'histoire a montré que c'est les deux qui émergent. Peut-être qu'il y aura un autre parti, mais le NDC va toujours émerger parce qu'il a marqué l'histoire du Ghana. C'est extrêmement important. Donc, moi, je n'ai pas d'inquiétude. Parce que, ayant vécu pendant 12 ans au Ghana, et je me suis intégré à la population, je comprends leur manière de penser. C'est un peuple pacifique, pas pacifique, c'est un peuple pas passif, mais c'est un peuple pacifique.
Okay? Ils savent réagir pour rétablir l'ordre, mais ils sont vraiment... Cet panafricanisme est vraiment ancré au Ghana. Quand tu es là-bas, tu ne sens même pas que tu n'es pas chez toi, quoi. Parce que c'est des personnes, des citoyens vraiment... ils sont adorables. Alors c'est pourquoi je sais que ce qui est dans la tête, la conscience de tout le monde, c'est qu'est-ce qu'on va faire de notre Ghana pour que le Ghana soit le meilleur pays en Afrique. Et le précurseur, j'ai dit, c'est Kwame Nkrumah qu'on a tué, qui a dit que l'indépendance du Ghana n'a aucune signification si toute l'Afrique n'est pas indépendante. Et cela, ça sonne dans la tête des Ghanéens jusqu'à présent. Donc il y a une dynamique de société qui est différente de beaucoup de pays en Afrique où les gens en costume, en cravate, regardez d'abord l'ancrage même socio-culturel ghanéen. Tu vois, les dirigeants, tu sens que ils réhabilitent les valeurs endogènes. Ils veulent être africains, ils veulent être soi. C'est différent des gens, des autres qui pensent que c'est les gros mots qui gouvernent, qui pensent que quand ils sont à la commande, il faut être centré, puis cravaté, puis bien droit, là, marcher comme si toi, tu ne vas pas aller dans la tombe un jour, qui pensent que déjà, la présidence leur appartient. Les personnes, là, c'est eux qui ont acheté les personnes, et que les institutions doivent être soumises à leur ordre, et que vraiment, c'est le tout-puissant, quoi. Le Ghana, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Donc, c'est pourquoi je n'ai pas d'inquiétude à ce niveau-là. Alors, Géosou, on a quand même vu visiblement un député pro-régime voter pour l'opposition au Parlement. Comment cela a-t-il pu se faire? Qu'est-ce qui explique ce basculement-là ou ce choix-là de voter pour un candidat qui n'est pas de son propre camp? C'est une grosse et question difficile parce que c'était l'étonnement. Hein. J'en étais aussi étonné parce que quand on a suivi et qu'on a su qu'ils allaient au Parlement 136, 137 et l'indépendant, on s'attendait à ce qu'il y ait de la répétition 137 contre 137 si l'indépendant votait pour l'opposition. Et donc quand on a eu 137, quelqu'un visiblement a décidé de laisser le Ghana pratiquer ce qui va se pratiquer pour ce mandat-là. Et donc, mais il faut peut-être reconnaître que les gens du NDC ont beaucoup communiqué sur un peu leur frustration à l'issue de ce processus-là. Et peut-être que quelqu'un s'est retrouvé dans cette faiblesse-là de penser qu'il faut soutenir. Et peut-être que c'est une relation autre que politique qui a fait pencher celui-là pour faire coup, disons, à cette élection-là. Mais jusque-là, on n'a pas d'éléments précis sur qui est-ce qui a voté. Et c'est d'ailleurs pour ça que le débat a été très tendu. Peut-être que les gens de Nana Addo avaient vu venir. Ils ont fait pendant longtemps le débat de le vote au Parlement devait être secret ou à main levée. Et ça a mis du temps pour s'entendre sur comment on vote. Si c'était à main levée, on allait vraiment s'assurer de qui vote ou qui voulait trahir. Et donc les débats ont fait que finalement ça a été secret. Et ça a donné. Peut-être qu'ils avaient aussi des échos ou des informations sur le fait que l'un d'entre eux était prêt à basculer de l'autre côté. Et donc le débat a été très, très fourni. Finalement, ça a été décidé de faire un vote secret. Et le vote secret a donné ce que ça a donné. Ce qui va être la suite, et je suis d'avis avec Lamine, c'est un peuple qu'on connaît actif sur les questions de démocratie et de gouvernance, mais qui doit aussi vivre la situation qui se présente là. Le peuple était habitué à, comme dans beaucoup de pays, hein, celui qui gagne tout. Donc, vous gagnez l'exécutif, vous gagnez le législatif et vous travaillez. Et donc les autres, ils font l'opposition jusqu'à la fin. Mais là maintenant, ça dépendra de la posture que va prendre le camp Nana Addo et ses députés. S'ils rentrent dans une posture de coopérer avec les autres, ça va marcher. Mais s'ils rentrent dans une posture de les ignorer comme on le faisait entre griffes ou de les traiter comme on les traitait sous les anciens formats, je pense que ça va être difficile pour eux et ils vont devoir vivre ça. Et c'est peut-être là le signe aussi qu'ils ont compris que le peuple voudrait qu'ils gèrent ensemble. Oui.
le peuple voudrait qu'ils gèrent ensemble. C'est peut-être l'un des messages aussi. 137, un indépendant, on voudrait vous voir gérer ensemble. Pas une personne de gérer que l'autre pète tout, l'autre gagne tout. Et c'est cet apprentissage-là qu'on va mettre sûr pour voir si, en tant que leader, ils vont comprendre le message, ils vont l'appliquer et ils vont en tirer quelque chose. Alors, oui, je crois qu'à ce niveau-là, il faut que ça soit une leçon, une école dans nos démocraties. Parce que souvent, quand même, celui qui a 51%, tu veux prendre toutes les gouvernances possibles. C'est pas normal. Parce que le peuple a voté pour l'autre et une partie du peuple n'a pas voté du tout. Alors donc je crois que le reflet des résultats doit pouvoir créer une certaine coalition. Parce que mettre l'opposition à l'écart pendant 5 ans, c'est mettre une partie de la population à l'écart. Et ensuite, dans ce système de vote-là, où on a Parlement, Président, ensemble voté, mais attention, un président peut être président de la République et perdre le Parlement, c'est tout à fait normal, puisque le vote local, les populations, c'est la personne locale qui regarde. Ils ne regardent pas le président de la République. La personne qui est mieux, ils s'en foutent, c'est celui-là que nous avons confiance, c'est celui-là qui nous aide. C'est son projet qui nous intéresse, ils votent pour lui. Mais la présidence, c'est entre un homme et son peuple. C'est tout à fait différent. Donc c'est pourquoi un président peut gagner les élections présidentielles et perdre les locales, puisque ses représentants au niveau local n'ont pas pu amener la population à voter parce que c'est la gestion locale. Donc ça, c'est pas un paradoxe, hein. Ça peut se faire. C'est pourquoi cet écart-là, même 47-51, je peux dire que peut-être qu'une partie de la population a préféré que Koufo termine son job, mais les autres voudraient que l'autre revienne et qu'on ait une alternance. Mais au niveau de la députation, ça a reflété que les populations, vraiment, à la base, veulent qu'il y ait une gouvernance coalisée, une gouvernance concertée et coalisée. Alors je crois que je suis d'accord avec votre analyse. Alors, il y a eu rixe au Parlement, on s'est échangé des coups, on a cassé quelques chaises, on s'est jeté dessus. C'est des scènes, on va dire, qui se répètent ces derniers mois, ces dernières années en Afrique. On l'a vu au Nigeria, on l'a vu ailleurs en Ouganda. Qu'est-ce que cela traduit dans un Parlement où on voit des personnes désignées par le peuple pour représenter ce peuple-là, en venir aux mains et se battre au sein même de l'hémicycle? On a vu ça dans les vieilles démocraties. Trump a envahi a fait envahir le Capitole. Voilà. Qu'est-ce que ça traduit? Mais Trump n'a pas d'égal en Afrique. Hein. On n'a pas un Trump en Afrique jusqu'à présent parce que vraiment, ça fait plus de 3 siècles de démocratie aux États-Unis. Bon, maintenant, je crois que à ce niveau, ça se comprend. Hein. Au niveau du Parlement, ça se comprend parce que c'est les représentants du peuple. Hein. Et quelquefois, il faut se cogner. Ça ne gâte rien à la démocratie. Parce que la démocratie, c'est pas que elle doit être tout le temps apaisée. Non, il y a des moments où, si c'est l'intérêt du peuple qui est mis en jeu, l'intérêt de la nation qui est mis en jeu, mais il faut aller au sacrifice. Alors, Rawlings a pris des armes pour redresser le Ghana. C'est pas une démocratie, mais ça a payé. Ça a eu des conséquences positives sur le Ghanéen et sur l'évolution, le processus de démocratisation. Alors, je crois que les députés n'ont pas les armes, mais ils ont les coups de poing. Je crois que si ça ne va pas quelquefois, il faut chauffer. Mais bon, c'est pas élégant de voir, mais c'est humain. C'est humain au niveau du Parlement que les gens, n'est-ce pas, mais qui reviennent à de meilleurs sentiments. Pour moi, c'est pas du tout. Je vous ouvre votre lecture sur ces scènes de chaos là. Bon, moi, comme on dit, quand on prend les données comme les intrants, quand on allait dans le Parlement, on peut comprendre le niveau de tension qu'il pourrait y avoir. Vous voyez, quand déjà l'opposition sait qu'elle allait au Parlement avec 136, donc en minorité, et que maintenant ceux qui sont en majorité, c'est de là-bas que quelqu'un tente encore de faire. Et surtout, ils ont pensé que les autres ont volé. De voler, vous voyez, et ils ont pensé qu'il veut encore voler en plus. Ça a créé ce que ça a créé. Mais le débat est intéressant. Comme on a dit, ce n'est qu'un indicateur de quel niveau de tension ils étaient, comment les enjeux étaient dans le Parlement. Et ce qui est intéressant, si vous avez suivi,
à la fin, il y a même un député, et le débat est en cours, pour dire non, on a commencé par avoir ces altercations dans le Parlement, mais l'armée n'a pas le droit de venir. On n'était pas d'accord, on s'échangeait, voilà, mais on n'était pas violent. L'armée ne devait pas... Donc ce débat est maintenant en cours pour dire, oui, il y a eu risque, mais non, l'armée ne doit pas venir dans le Parlement. Vous devez nous laisser régler. On n'est pas violent. On ne doit pas nous... Parce que ça, désormais, ça peut être un précédent. On va nous débarquer l'armée dessus et c'est là que les coups vont venir parce qu'eux, ils sont armés, nous ne sommes pas armés. Vous voyez, donc ça leur a donné déjà de l'avance sur un autre débat qui a commencé par avoir lieu. Et c'est là que c'est intéressant. Ils ont commencé déjà par vider cette question de est-ce que l'armée a le droit de s'inviter dans le Parlement comme ça, même si nous échangeons quelques coups de pied dans les unes, les isoloirs qu'on a mis, parce que c'était ça. Les uns et les autres essayaient de détruire le dispositif pour pouvoir reprendre de façon nickel. C'est un élément qui leur permet de faire notre débat, débat de la présence de l'armée et des armes. Non, tout à fait. Moi également, je n'ai pas apprécié l'incursion de l'armée. Je préfère que ce soit la police, les forces de sécurité publique. L'armée est à un autre niveau, quoi. Mais bon, ça se comprend aussi. Hein. L'armée est très présente dans la gouvernance ghanéenne. Mais à ce stade-là de l'évolution de la démocratie au Ghana, je n'ai pas apprécié de voir l'armée dans le Parlement. Non. Il y a la police. Si je voyais la police qui intervenait, parce qu'il y a la sécurité du Parlement qui est là. Si je voyais les éléments de la sécurité du Parlement intervenir pour séparer, là je comprendrais. Mais quand j'ai vu l'armée en masse, je me suis dit, excusez-moi, c'est pas un bon signe. Parce qu'il y a des velléités. Peut-être que dans l'armée, dans les rangs, il y a des gens qui sont nostalgiques. Hein? Voilà. Alors, Nana Akufo-Addo s'est prononcé lors de son investiture devant le Parlement. Il a salué l'élection du nouveau président du Parlement. On va dire qu'il jette quelques fleurs à un probable ou un possible partenaire politique pour les prochaines semaines et mois. Je suis confiant que nous serons tous les deux guidés par l'intérêt suprême de la nation et que nous défendrons la bonne gouvernance pour les affaires de l'État. Quelle est votre lecture de ce discours-là? Nana, c'est un diplomate. Diplomate, il est déjà dans le rôle. Voilà, dans son rôle. Il sait qu'il ne peut pas, dans le système ghanéen, il ne peut pas vraiment bouger s'il a un blocage de l'autre côté-là. Je pense qu'il a su bien le faire parce que quand on était dans le processus électoral et qu'il y avait des difficultés, c'était son camp qui refusait d'aller discuter avec NDC. Ils disent non, les élections ont eu lieu, on attend les résultats, il n'y a pas de discussion à avoir. Et donc, quand ça se passe comme ça, ça peut, disons, lui faire le retour de l'ascenseur. Et je pense qu'il a bien compris. Et je pense que ça doit changer un peu sa manière, disons, de solliciter le Parlement, sa manière d'impliquer le Parlement et d'impliquer les deux camps qui dominent le Parlement. Vous voyez, un seul indépendant, ça voudrait dire que même s'ils sont aujourd'hui majoritaires, j'attends de voir comment le cas de celui de l'opposition, en fait, du parlementaire de l'opposition qui est sous le coup d'une décision de justice, comment ça va être tranché. Oui. Mais si l'indépendant continue ainsi, donc on a 137, 137, beaucoup de choses sont pas certaines. Donc comment ça va se passer. Et donc la démarche, c'est celle-là qui doit être de les solliciter, de les impliquer, de travailler avec en tant que partenaire, mais jamais de les prendre en adversaire. Et c'est comme on dit, ce ne sera que, disons, l'application de la décision du peuple, parce que le peuple s'est exprimé à travers les urnes, on a vu que le peuple voudrait que ça se partage. Et donc, comme on dit, le peuple l'a partagé juste entre les deux. Pour dire, tu prends la moitié, l'autre prend la moitié, on laisse quelqu'un au milieu de vous là, pour faire la balance s'il y a lieu. C'est quand même clair comme message. Et il a semblé, disons, le dire, mais on sait qu'il y a quand même historiquement ce combat entre NDC et NPP. Est-ce que
toute cette période d'histoire, de combat entre les deux parties va disparaître comme ça pour coopérer. Ce sera un gros défi de relever s'il arrivait à le faire. Sauf ça va donner de la valeur à son dernier mandat en termes de transition aussi sur cette pratique pour le pays. Mais il peut aussi, disons, rater le coche. Cette possibilité existe dans le contexte du Ghana. Il est possible que ça n'arrive pas et que ça soit 4 ans de tiraillement des deux côtés. Il faut voir l'humeur de Mahaman pour comprendre ça. Mahaman est comme frustré, qu'on le veuille ou non, du système pour ce qu'il a vécu 4 ans sans pouvoir. Et cette tentative de revenir, d'être en train d'échouer maintenant, il est frustré du système. Parce que le système l'a vraiment compressé et exclu du jeu. Pour avoir été aux affaires, voilà, si vous lisez ces tweets, ces posts, vous allez vous rendre compte qu'il est dans l'opposition. Est-ce qu'il va l'utiliser pour, disons, empêcher que les 4 ans là ne s'opèrent ou ne se gèrent correctement? Peut-être les premiers jours, les premiers mois vont nous orienter. Oui, mais je crois que ça aussi, c'est pas nouveau. Hein? Quand Rawlings a quitté le pouvoir, son candidat Atta Mills a été battu. Le peuple n'a pas voulu prolonger Rawlings par Atta Mills. C'est au second mandat que Atta Mills est revenu. C'est que le système électoral ghanéen est contrôlé par les Ghanéens. C'est ça. C'est-à-dire que c'est eux qui décident. C'est pas quelqu'un qui s'assoit, qui prend des lois pour se donner une certaine popularité qu'il n'a pas. C'est ce que nous avons dans les pays francophones, c'est ce que nous avons. On prend des lois, on prend des institutions et des constitutions pour dire qu'on est populaire, alors qu'on est trop minoritaire dans le pays. Au Ghana, ça ne marche pas. Le système électoral, c'est le peuple qui décide. Et c'est ce qu'on appelle la démocratie, le pouvoir par le peuple et pour le peuple. Et il est important parce que quand on a ces exemples ghanéens qui constituent une fierté en Afrique de l'Ouest, il faut prendre ces exemples-là pour vulgariser, assez vulgariser cela, quoi. C'est pas normal que nous assistons, n'est-ce pas, dans nos pays, des lois qui excluent des partis politiques, des gens très impopulaires, comme ça se fait au Niger, ça se fait au Bénin, ça se fait au Sénégal, etc., etc. C'est extrêmement grave et dangereux. C'est-à-dire que le Ghana va vers une stabilité politique, parce que c'est le peuple. Mais nous, nos pays-là, nous allons vers la catastrophe politique, parce que ça va casser par A ou B. On va vers où les conflits vont réapparaître. Vous prenez le Sénégal, ce qui se passe là-bas, c'est dramatique. C'est dramatique en tant que démocratie. Et pourtant, les gens pensent qu'il y a la démocratie. Il y a la dictature sous le manteau de la démocratie. C'est extrêmement dangereux. Donc c'est pourquoi le Ghana est une fierté. Quand je parle du Ghana, vraiment, je suis content. C'est-à-dire que c'est possible en Afrique. Malheureusement, nous avons des néocolonialistes qui oppriment le peuple et qui s'en foutent des populations. Et le peuple va finir par se révolter. C'est la révolution populaire qu'il faut en Afrique. Encore que dans certains pays, ça commence à chauffer déjà pour beaucoup de régimes. Alors, le président ghanéen souligne les efforts déployés pour le développement économique durant son premier mandat, terni, donc on le sait, par le coronavirus. On l'a vu dans sa gouvernance. On l'a vu très libertaire, il s'est positionné sur... il est devenu le champion des panafricanistes. Je ne trahis aucun secret en le disant sur ce plateau. On l'a vu aussi vouloir, on va dire, rompre les amarres avec les institutions de Bretton Woods. Tout ceci a été difficile vers la fin à cause des problèmes. Quelle est votre lecture de son premier mandat et quelles sont, pourquoi pas, les perspectives pour un second mandat pour Nana Akufo-Addo? Bon, je vais faire la langue de bois parce que ma position est aussi fera que je ne pourrai pas dire certaines choses. Mais sur cette question précisément. Mais disons que c'est un président qui a gouverné avec fierté. C'est-à-dire qu'il sait qu'il est à la tête d'un État indépendant et donc avec fierté, il parle, il prend position au nom de son État. Et ça, c'est important. Il s'est affirmé. Il s'est affirmé. Il sait qu'ils sont capables de tout et ils n'ont pas besoin qu'on leur fasse des aides et qu'on conditionne ça. La gouvernance. Ça, c'est une liberté d'esprit, une fierté
africaine il faut reconnaître pour son leadership et autres. Et puis, qu'on le veuille ou non, il a fait ce qu'il a pu faire. On a dit que dans l'histoire, toujours, le parti NPP, quand ils viennent aux affaires, ils essaient d'agir sur la... C'est sous eux, c'est-à-dire que sous ce mandat qui est fini là, qu'ils ont sorti de nouvelles notes, de nouveaux billets, un nouveau billet du Sidi. Ils ont donné des billets plus gros, de 200 Ghana Cedi, alors qu'ils étaient à 50. Donc, quand même, tout ça montre qu'il y a une réflexion stratégique, économique, macroéconomique derrière et qu'il y a un travail qui se fait. Et sur le terrain, si vous suivez les débats politiques, vous vous rendez compte que les gens parlent, ils discutent, ils échangent politiques, ils débattent politique. Au haut niveau, hein? Au haut niveau. Le Parlement, quand vous voyez le niveau du débat, vous savez que les gens discutent. Et ça, c'est de la vitalité. On a eu au Bénin des moments comme ça, mais on n'en a plus, il faut le dire. Et ça échange, ça met les questions, et ça creuse. Il a fait faire ça. Effectivement, coronavirus est arrivé, il a freiné depuis mars. Il a été aussi très visionnaire dans sa manière de gérer. Moi, je suis resté dans le pays de mars. J'ai vécu toute la période sous Covid dans le pays, avant de sortir autour de septembre pour venir au Bénin. Mais c'était contrôlé. Pour sortir du pays, il fallait passer par la présidence, avoir une autorisation de la présidence. Ouais, donc, il a géré ça avec fermeté. Aujourd'hui, vous rentrez dans le Ghana, avant de sortir de l'aéroport, votre test Covid, vous avez le résultat, sinon vous ne sortez pas. Si le résultat est positif, vous allez directement en quarantaine, comme on dit. Donc, il y a un État debout qui travaille pour les communautés. Il y a un État démocratique qui laisse les acteurs du jeu démocratique, discuter, débattre de la question. Et le système leur permet ça. Lamine l'a dit, si on devrait faire l'équivalence ici, c'est au niveau de la circonscription électorale que l'on fait le décompte et que l'on proclame qui est élu député pour le compte de la circonscription électorale. C'est-à-dire qu'on proclame, donc les communautés sont là et voient, on a voté pour lui, c'est lui qui est élu. Et c'est après la compilation qu'on va aller faire ailleurs. Donc c'est nous qui décidons. Vous voyez, c'est ça qui fait que on ne va pas s'enfermer quelque part à coup de posotomé, comme le dit le doyen Lokossou. On a fini dans cette circonscription électorale, on a tout rassemblé ici, on a regardé, on a vu qui est élu, on a applaudi, on est sorti de là. Ça fait que c'est ça le résultat chez nous ici. S'il y a un contentieux, tu le fais ici, on gère ça ici, mais on n'a pas besoin. Donc les communautés se sentent très proches. Et c'est peut-être ça aussi qui fait que c'est si tendu à la base, mais ça produit du résultat. Ça produit une certaine proximité des communautés avec les gouvernants. Si tu es député et que ton mandat n'a pas été bon, le mandat qui vient, tu vas te rendre compte de ça. Tu as perdu. On a eu un cas, je ne me rappelle plus exactement la circonscription électorale, où les deux avaient compéti lors des législatives avant celle-ci, et l'un a battu son challenger avec, environ 2000 voix. Et maintenant, cette fois-ci, celui qui l'avait battu est revenu le battre avec près de 13 000 voix de différence. 2000, 13 000. Vous voyez, ça exprime quelque chose que les communautés ont sanctionné, et ça a applaudi et on a évolué. Très bien. Donc le système, il marche et il a pu faire marcher ça pendant 4 ans. Et on espère qu'avec les nouveaux défis, il va arriver à faire marcher ça aussi pour les 4 prochaines années. Non, alors, le système électoral ghanéen, vraiment, c'est Rawlings. C'est depuis Rawlings. Et puis, c'est pas Rawlings. Il les a appelés pour dire franchement, montrez-nous, soyons d'accord sur le consensus. Il y a un consensus. Première élection démocratique de Rawlings, toute l'opposition, avant qu'on finisse la compilation, ont félicité. Deuxième élection, Rawlings, ils ont félicité. Le vote était transparent. Prenez par exemple le Sénégal, le vote des députés dont il parle comme ça. Il y a au Parlement, on a à peu près, presque sur 150 députés, on a plus de 100 députés de la mouvance. Vous savez comment? Par exemple, prenez Dakar. Dakar, s'il y a par exemple 5 députés à Dakar, nous trois là, nous sommes des compétiteurs. On va aux élections. Moi, j'ai 50, toi, tu as 40.
Lui, il a 60, c'est lui qui prend tous les 5 députés. C'est-à-dire que c'est le plus fort qui prend tout. Dans chaque communauté, dans chaque circonscription. La majorité simple l'emporte. Il prend tout. Il rafle tout. Donc, ils sont majoritaires en députés, mais minoritaires en population. Parce que quand vous calculez, ils n'ont pas fait 40% des populations qui ont voté, mais ils ont 2 fois la majorité à l'Assemblée nationale. Ce système-là n'est pas un système démocratique. C'est de la dictature de la minorité sur la majorité. Donc, il faut qu'on change, qu'on soit des démocrates. Les pays francophones, je n'ai pas vu un pays qui va me montrer qu'il est démocrate. C'est des dictatures, C'est-à-dire que c'est la France qui leur dit de faire, ils font. La France veut que Johannes soit président, tu vas être président, contre la volonté du peuple. Parce que le système, tu vas embrigader, tu vas enfermer, et la France, tu vas là-bas, on t'applaudit, parce que c'est leur intérêt qui est engagé. Mais dans des pays francophones, anglophones, ils sont libres. Ils ont leur système, ils ne sont pas assimilés. Le Ghana est fier de parler sa langue. Il est fier de porter sa tenue. Vous allez au Parlement, regarde comment il s'habille. Quand tu portes le costume, tu vas au Parlement, tu as honte. Parce que tu trouves des vrais Africains qui sont fiers d'être des Africains. Et nous, c'est dommage. Alors c'est pourquoi je dis, votre analyse est très pertinente, franchement. Il faut que que les gens comprennent que, par ailleurs, les gens sont en train de laisser le peuple gouverner. C'est ça qu'on dit, la gouvernance du peuple. Tu fais bien, le peuple t'applaudit. Tu fais pas bien, on te sanctionne dans les urnes. Et maintenant, les autres, c'est une leçon pour les autres. Mais nous, on met à la tête de nos États des gens qui sont totalement impopulaires. Ils savent que quand on va aux élections, ils n'iront même pas au tribunal, mais ils prennent des lois et nous avons des cours constitutionnels soumis. Mais nos cours constitutionnels, là, la justice, le peuple n'a pas confiance dans de la justice, c'est l'argent. C'est-à-dire qu'il faut les acheter. Tout le monde, un parlement. Mais le parlement du Bénin, quelle opposition est dedans? Est-ce que c'est un parlement, ça? En réalité, il n'y a pas d'opposition dans un parlement. Ce qui veut dire que c'est l'unilatéralisme. Mais en Afrique, mais c'est une honte. C'est une honte. Parce que j'ai vécu, depuis 1987, je suis dans ce pays-là. J'ai été acteur de la conférence nationale des forces vives avec Kérékou, mais un vrai panafricain, un vrai patriote Kérékou. Il a fait des erreurs, certes, mais c'est quelqu'un qui aime son peuple. Mais ce processus-là, nous, on applaudissait, on chantait partout, Bénin, meilleur pendant 30 ans, paf, c'est dans le trou. C'est catastrophique, ça. Lamine Cissé, on vous aura compris. Revenons sur le cas ghanéen. On parle de vote de budget post-Covid. On parle de remplacement de l'ancien procureur anticorruption. Il y a eu des débats très animés, notamment au niveau de cette affaire-là. L'ancien procureur a écrit pour dire que le président voulait intervenir ou faire intervenir sa main dans les affaires parce qu'il l'avait nommé. Il a démissionné avec fracas. On a eu l'impression que c'était un débat qui pouvait aussi faire basculer, pourquoi pas, ce scrutin-là. Est-ce que ce n'est pas déjà, on va dire, des points chauds sur lesquels l'actuel président devrait se retrouver rapidement pour les prochaines semaines? Je suis d'avis et je pense que ces débats ont influencé ou ont érodé un peu sa popularité. Sinon, il aurait pu faire meilleur score. Parce que le Ghanéen, sur les questions de corruption, il réagit et il montre qu'il n'est pas d'accord. C'est ça. Parce que c'est déjà difficile pour eux, hein, le système de taxation. C'est difficile pour le Ghanéen, qu'on le veuille ou non. Le niveau de vie est ce qu'il est. Et donc, ça lui fait mal d'apprendre que certains se sucrent de cette façon-là. Et donc, je suis sûr que ce débat a influencé un peu. Ce débat a été abondamment utilisé par l'opposition. Mais on peut aussi politiquement comprendre que au moment où le dossier sur l'affaire de l'ordre devrait venir, si ce dossier venait tel qu'il venait en ce moment-là, peut-être ça aurait été l'échec politique, l'échec de NPP. C'est-à-dire que si le dossier venait comme il devrait venir, ça aurait pu être difficile pour eux à surveiller. Je pense que, de mon point de vue, peut-être parce qu'ils sont obligés maintenant de coopérer avec l'opposition, le dossier pourra évoluer. Sinon, que c'est le même qui revenait, il peut garder la même posture par rapport au dossier pendant le temps que ça va faire.
parce que des bribes d'informations que nous avons, c'est un gros dossier. C'est un gros dossier et il est possible qu'ils prennent les précautions avant peut-être de l'ouvrir. Mais peut-être l'opposition pourrait aussi le contraindre à y travailler. Mais qu'on le veuille ou non, vous voyez, c'est déjà un signe positif dans un État que des dossiers comme ça émergent et qu'on sente cette liberté de procureur de démissionner. Vous voyez, c'est important de savoir qu'il y a toujours des gardiens comme ça de la chose, de la transparence, de la lutte contre la corruption qui peuvent travailler. On peut se questionner devant les pays francophones, les pays qui nous pouvoient. Est-ce qu'on a toujours ces ressources et ces résistances par rapport au pouvoir central? Pour moi, c'est quand même des piliers encore forts que le Ghana a et sur lesquels on peut compter pour dire ils vont continuer par étonner et par faire leur chemin en matière de démocratie, de transparence et de gouvernance transparente. Alors, Lamine Cissé, les prochains chantiers du président réélu, quels sont-ils? Non, je crois que c'est toujours la gouvernance, puisqu'il n'a pas totalement le Parlement en main. Donc, je crois que c'est sa posture et sa manière de faire qui peut amener le Parlement à s'unir autour de l'essentiel pour le pays. Et ensuite, il y a Covid qui n'est pas encore parti, qui est en train de détruire tous les fondamentaux, les efforts. La seconde vague a démarré un peu partout. Oui. Notamment en Europe, l'Afrique du Sud est contaminée. Oui, au Sénégal, on est en train de subir ce qui est catastrophique. Si ça continue comme ça, c'est grave parce que c'est extraordinaire. Donc maintenant, c'est en train de frapper nos économies parce que vous voyez que... le secteur informel qui domine d'ailleurs, les gens vivent au jour le jour. S'ils ne peuvent pas travailler, comment... Mais c'est difficile. C'est difficile, par exemple, quand on fait le couvre-feu à Dakar de 9h à 5h du matin, et c'est à partir de 9h que d'autres restaurants, des activités se mènent. Et c'est compliqué. Donc, ça, c'est un chantier pour le Ghana également, parce que le Ghana n'est pas un îlot. Les frontières sont fermées, d'ailleurs. La fermeture de frontières frappe tous les pays déjà. Et je crois que ces deux volets-là, s'il travaille sur ces deux volets-là, parce qu'en fait, la situation du Ghana actuellement avec Covid, c'est pas un seul président qui va se dire c'est moi qui vais trouver la solution. Donc, le peuple lui a dit, travaille avec les autres, il est obligé. Et d'ailleurs, j'aimerais que cette expérience soit vécue et que les résultats en sortent pour que ça inspire les autres pays pour dire que gouverner le pays, on le gouverne en s'abandonnant pour l'intérêt populaire. Et le Ghanéen a un niveau de conscience tellement élevé que je pense que le peuple est observateur. Et quand le peuple devient sentinelle dans un pays, mais le politique, il ravise. Parce que le Parlement ghanéen, tout ce qui se passe, les lois qui vont venir, ceux qui sont en train de mettre les bâtons, le peuple, il le sait. Parce que tout se dit dans leur langue aussi, les radios, il y a des radios communautaires, etc. Ça s'explique. Donc vraiment, je crois que c'est les deux grands chantiers sur lesquels il doit travailler. Je le sous, votre mot de fin. Merci pour le point. Je pense que, comme on le dit, oui, il y a eu quelques morts qu'on a enregistrés lors du processus. Mais le Ghana continue quand même de montrer qu'il y a un dispositif électoral qui est là, il y a un dispositif électoral qui rapproche la gouvernance du citoyen et que les acteurs continuent de s'accepter et de travailler. Je pense que ces 4 années qui viennent vont nous montrer peut-être une transition vers vraiment... disons, un travail ensemble de ces deux blocs-là et nous sommes très intéressés et c'est une nouvelle ère peut-être qui s'ouvre pour le pays et ça va être utile pour la région. Qu'on le veuille ou non, le Ghana garde sa posture de pays démocratique à mes yeux, personnellement. Lamine Cissé, une coopération entre le président Nana Akufo-Addo et le président du Parlement, Alban Bagbin, ça va se faire selon vous? Ils sont obligés, sinon le Ghana va stagner. Parce que c'est pourquoi j'ai dit le Ghana est en guerre, comme tous les autres pays avec le Covid. La situation économique, c'est pas un seul chef d'État qui va dire c'est moi qui vais trouver des solutions. Il faut que toutes les compétences se mettent ensemble. Ce qui est formidable, dans d'autres pays, on augmente le mandat et d'autres font 6 ans, 5 ans. Eux, ils sont à 4 ans, 4 ans. 8 ans.
C'est-à-dire qu'en 4 ans, un chef d'État peut déjà donner des signes d'évolution pour qu'on lui renouvelle en 8 ans. Mais tu pars, tu restes aux autres. Mais nous, là, on n'est jamais satisfait. On veut être là tout de suite, qu'on nous applaudisse. Voilà. Donc, je pense qu'ils vont collaborer. Le Ghanéen que je connais, les Ghanéens que je connais, Kufuor-Addo, il est panafricaniste. Hein? Et puis il a donné des signes. Il a voulu réviser la Constitution. L'opposition a dit nous ne sommes pas d'accord. Il a tout fait. Il dit bon, j'abandonne. Puisque la Constitution, là, ce n'est pas ma Constitution à moi, c'est pour le peuple. S'il n'y a pas de consensus, je ne peux pas toucher. Il ne peut pas toucher. Donc ils sont obligés de travailler ensemble. John Dramani Mahama ne sera pas de votre avis. Il a envie de revenir. Non, John Dramani Mahama, évidemment, tu sais... Puisqu'il a boycotté l'investiture. Non, c'est tout à fait normal. Puisqu'il a fait un recours, le résultat n'est pas venu. Mais ce serait incohérent d'aller cautionner que j'ai fait un recours, mais je te reconnais en tant que président. C'est incohérent. C'est tout à fait normal. Il n'a pas boycotté parce qu'il est fâché. Il a boycotté par principe. Et par principe, il devait boycotter. Alors je crois que c'est ça, quoi. Il faut respecter la loi. Et John Dramani Mahama, mais quand même, il a fait la révolution avec Rawling. C'est des précurseurs de tout ce qui se passe là. Il ne va pas détruire le pays pour ça. Jamais du tout. Mais il a le droit de dire je ne suis pas d'accord et je veux que ça soit clair dans ma tête. Mais toutefois que c'est clair. Et je sais que quand la loi ne sera pas à sa faveur, il va se plier. Il va se plier. Vous êtes du même avis? Oui, je pense qu'ils sont respectueux, ils ont de l'ordre juridique. Si les décisions sortaient et qu'on lui signifiait, il va s'y plier. Il va s'y plier et il va se mettre. Et surtout qu'il a encore la possibilité d'y revenir. Il a 62 ans, l'autre est déjà à 72, donc il a encore du chemin en politique. Il a le temps. Voilà, vous êtes Julien Oussou, coordonnateur régional WANEP, réseau ouest-africain pour l'édification de la paix. Face à vous aujourd'hui, Lamine Cissé, écrivain expert en communication politique. Messieurs, merci d'avoir suivi. À très bientôt pour notre numéro de votre émission Angle de vue. D'ici là, portez-vous bien. If they want to get you, they'll get you.